Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Bonjour, chers élèves. Dans le cadre de la continuité pédagogique, l'État a pensé au cours sur les médias pour vous aider à reviser. Professeur d'espagnol. Inspecteur chargé de physique-chimie. Today, we are going to start our first session of revision. Vous aurez à suivre attentivement. À partir de leur poste téléviseur, il y en a qui nous suivent à partir de leur radio. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. La valeur réelle de la philosophie. Il y a certaines erreurs que vous commettez dans ce type d'exercice. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, notre révision porte sur le bilan d'énergie dans un circuit électrique. Cela concerne les classes de première C et D. Moi-même, c'est l'inspecteur Saba chargé de l'enseignement de la physique et chimie à Lomé. Alors, dans tous les circuits électriques, nous avons les appareils qui fournissent le courant électrique, les appareils qui fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement du circuit. Nous appelons ces appareils-là le générateur. De l'autre côté, on a les appareils qui consomment cette énergie électrique. On peut les répartir en deux groupes. Il y a ce que nous appelons les conducteurs ohmiques qui transforment toute l'énergie reçue en chaleur et ce que nous appelons les récepteurs qui transforment une partie de l'énergie électrique en autre chose. Ça peut être l'énergie mécanique, ça peut être l'énergie chimique, ça peut être autre chose. Donc, nous vous disons de prêter attention pour suivre ce chapitre qui est fondamental dans l'enseignement de la physique et suivre également les exercices que le professeur va vous présenter. Bonjour, chers élèves de la classe de première C2. J'espère que vous vous portez bien. De mon côté, je rends grâce à Dieu. Je me nomme M. Zounon Dodi, enseignant de sciences physiques au lycée. Ensemble, aujourd'hui, on va essayer de revisiter un cours de physique que vous avez déjà vu. Il s'agit du bilan énergétique d'un générateur et d'un récepteur. À la fin de cette révision, vous devez être en mesure d'effectuer le bilan énergétique des dipôles passifs et le bilan énergétique d'un dipôle actif. Avant de commencer, je demande humblement à ceux qui ont mis leur cahier de physique en quarantaine ou en isolement d'aller les chercher. Pour pouvoir bien suivre cette révision, vous devez être en possession de votre cahier ou bien de votre livre de physique et vous ouvrez là où se retrouve le chapitre en question, c'est-à-dire le bilan énergétique. Et si vous êtes prêts, nous pouvons démarrer. On peut commencer. Tout le monde est en possession de son cahier, d'un stylo pour pouvoir noter. On peut démarrer. D'accord, merci pour la confiance. Là, si vous me suivez actuellement, c'est sûr que vous êtes en train d'utiliser de l'énergie électrique. C'est quoi alors l'énergie électrique? L'énergie électrique
est donné par la formule U, la tension au bord du dipôle, multipliée par l'intensité I qui traverse le dipôle et le temps T au bout duquel le dipôle est parcouru par l'intensité I. U est en volts, I en ampères, T en secondes et notre énergie en joules. Là, c'est quoi alors aussi la puissance électrique? La puissance électrique n'est rien d'autre que l'énergie électrique produite pendant une seconde. Et pour pouvoir retrouver notre puissance électrique, on utilise la formule P égale à quoi? L'énergie électrique sur le temps T. Si nous nous rappelons de la première formule de l'énergie, E étant égal à U fois I fois T, si on divise cette expression par T, alors on retrouve une autre expression de la puissance qui est égale à quoi? U fois I. U en volts, I en ampères et la puissance en watts. De cette nouvelle formule, on peut retrouver une autre formule aussi de l'énergie électrique. Si nous faisons produit des extrêmes est égal à produit des moyennes, alors l'énergie électrique est aussi égale à quoi? Puissance fois le temps. Le temps en secondes, la puissance en watts, l'énergie en joules. Mais ces derniers moments, vous attendez parler de 40 kWh, 40 kWh. Mais il s'agit de quoi concrètement? De l'énergie électrique ou de la puissance électrique? Nous allons ensemble répondre à cette question. Là, pour notre formule de l'énergie, nous disons que l'énergie égale la puissance fois le temps. Si la puissance est en kilowatts, on sait que 1 kilowatt, ça fait 1000 watts. Et le temps en heures, alors on retrouve aisément notre unité qui est le kilowattheure. Et c'est d'ailleurs cette unité que la société utilise pour facturer l'énergie que nous consommons. Et 1 kilowattheure, ça fait combien de joules? 1 kilowattheure, ça fait 3 600 000 joules. Et nous venons de parler de la société. Et quand on parle de la société, nous parlons immédiatement de la consommation d'énergie. Et quels sont les dipôles qui consomment de l'énergie? Là, nous allons parler des récepteurs. C'est quoi alors un récepteur? Un récepteur, c'est un dipôle qui transforme l'énergie électrique reçue en une autre forme d'énergie. Cette autre forme d'énergie peut être intégralement de l'énergie thermique. Dans ce cas, nous pouvons citer comme exemple les conducteurs ohmiques. Ça peut être une autre forme d'énergie à part l'énergie thermique. Par exemple, l'énergie mécanique. Là, nous pouvons citer là-bas les moteurs. Par exemple, si vous prenez un forage, pour faire passer de l'eau du sous-sol au polytank, il faut une pompe. Cette pompe est actionnée par quoi? Un moteur. Et ce moteur-là fournit une énergie mécanique qui fait passer de l'eau du sous-sol au polytank. On ne peut pas citer uniquement que de l'énergie mécanique. Nous avons une autre forme d'énergie. Ici, l'énergie chimique. Et par exemple, là, nous pouvons donner l'exemple d'un électrolyseur. Dans un électrolyseur, il y a transformation de l'énergie électrique en énergie chimique parce que l'électrolyseur réalise des réactions chimiques. Maintenant, prenons ces trois exemples de dipôles que nous venons de citer. Nous remarquons que le sens du courant et le sens de la tension sont contraires. Les flèches, la flèche intensité et la flèche
tension, les deux flèches sont contraires. Le sens là est contraire dans les trois cas. C'est ce qu'on appelle convention récepteur. Et parlant toujours de l'intensité et de la tension, on a toujours une relation entre ces deux grandeurs. Et cette relation ou bien ces relations sont connues sous le nom de la loi d'Ohm. Et prenons le cas des conducteurs ohmiques. La loi d'Ohm à leur niveau nous donne quoi? UAB égale à quoi? RI. U, la tension naturellement, I, l'intensité, U, en volts, I, en ampères, et R, c'est quoi? C'est la résistance. Et comme le nom l'indique, c'est quoi concrètement? C'est la capacité du conducteur ohmique à s'opposer au passage du courant. Et son unité, c'est en ohm. Allons maintenant au niveau du moteur et de l'électrolyseur. On a pratiquement la même expression à leur niveau. UAB est égal à quoi? E' plus E'. E' signifie quoi? C'est la force contre-électromotrice de notre moteur ou de notre électrolyseur. Et ça signifie quoi concrètement? C'est la tension minimale à partir de laquelle le moteur ou l'électrolyseur commence à fournir une énergie mécanique ou une énergie chimique. Là, pour pouvoir vérifier ça, nous allons passer à une étude expérimentale. Dans notre montage, on a un moteur, OK, qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Ici, nous devons observer une rotation du bras du moteur. Là, nous avons un générateur couplé à un potentiomètre. Le potentiomètre, ici, a pour rôle de faire varier la tension aux bornes du moteur. Et là, on a un multimètre utilisé ici pour pouvoir mesurer la tension aux bornes du moteur. Là, nous pouvons y aller. Là, on va commencer par augmenter la tension dans le circuit pour pouvoir observer le comportement du moteur. Là, vous voyez que la tension commence à augmenter, mais on ne sent rien. Le moteur ne bouge pas, ce qui veut dire tout simplement qu'on n'a pas encore atteint la valeur théorique pour que notre moteur puisse commencer par. Oui, là, cette valeur est atteinte. Oui. Donc vous-même, vous attendez même le bruit du moteur. Et si on augmente la tension, là, le bruit aussi augmente. OK? Donc là, nous venons de mettre en évidence la présence de notre force électromotrice au niveau du moteur. Revenons à notre étude théorique. Au niveau du moteur, on n'a pas que la force contre-électromotrice, on a aussi la résistance. Et quand on parle de résistance, on parle d'opposition. De quoi? Du passage du courant. Et au niveau des conducteurs ohmiques, nous avons dit que l'énergie électrique est intégralement transformée en chaleur. Cela va de même que tous les dipôles où on a la présence d'une résistance, une partie de cette énergie aussi est transformée en chaleur. Et comment appelle-t-on ce phénomène qui consiste, ou bien cette propriété des éléments résistifs qui transforment ou qui produisent de l'énergie thermique ou de la chaleur quand ils sont parcourus par un courant d'intensité I. Je sais que vous connaissez bien le nom de ce phénomène, mais néanmoins, je vais vous le rappeler. Il s'agit de quoi? De l'effet Joule. Par effet Joule,
les conducteurs ohmiques produisent de la chaleur quand ils sont parcourus par un courant d'intensité I. Et quand nous parlons de chaleur, forcément, nous devons parler de quoi? De la puissance thermique. Et quelle est l'expression de cette puissance thermique au bord des conducteurs ohmiques? P est égal à quoi? U AB fois I. On a déjà vu cette formule. Mais ici, la différence, c'est que on va remplacer U AB par son expression selon la loi d'Ohm. Si on se rappelle, UAB est égal à quoi? RI. En remplaçant RI dans l'expression de la puissance, après un petit développement, on trouve alors RI carré. De la puissance, on peut retrouver maintenant l'énergie thermique fournie. Et là, l'énergie est égale à quoi? Puissance fois le temps. Et si nous remplaçons la puissance par son expression, on aura alors quoi? RI carré T. Et ça constitue la chaleur que ces conducteurs ohmiques fournissent au milieu extérieur. Là, parlant d'effet Joule, est-ce que c'est un effet bénéfique ou bien ça comporte des inconvénients? Si nous prenons les appareils de chauffage, comme leur objectif, c'est de produire de la chaleur, logiquement, l'effet Joule là-bas a un effet bénéfique. Nous pouvons citer par exemple les fers à repasser. Et parlant des fers à repasser, là, je parle des fers à repasser à courant électrique et non des fers à repasser à charbon de bois. Non. Là, le principe utilisé là-bas, au niveau de ces fers à repasser, vous avez les résistances. Et lors du passage du courant, qui produisent de la chaleur et on a besoin de cette chaleur-là pour pouvoir repasser nos habits. C'est le même principe au niveau des chauffe-eau électriques, des cuisiniers électriques. Mais si nous voulons parler des fils de connexion, des câbles électriques, les fils, quand on parle de fils de connexion, on doit forcément parler de résistance. Et quand on parle de résistance, on doit forcément parler d'effet Joule. Là, si la quantité de chaleur produite là-bas est très élevée, non seulement ça constitue des pertes, parce que l'objectif du fil, c'est de transporter seulement le courant électrique et non de produire de la chaleur. Si cette chaleur augmente, il arrive même que cette chaleur puisse fondre au coin les gaines protectrices de ces fils électriques, ce qui peut engendrer des courts-circuits amenant même des incendies. Donc la qualité des fils que nous utilisons pour les câblages à la maison est très, très, très importante de les vérifier. Là, nous pouvons maintenant passer aux moteurs et aux électrolyseurs. Quelle est l'expression de l'énergie à leur niveau? Parlons d'abord de la puissance électrique consommée. La puissance électrique là-bas étant toujours égale à UAB fois I. Selon la loi d'Ohm, UAB est égal à quoi? E' plus E'. Et si nous multiplions cette expression par I, alors après un petit développement, nous trouvons quoi? E'(I) plus E'(I) carré. De là, nous pouvons aisément déduire l'énergie électrique consommée, qui n'est rien d'autre que le produit de la puissance électrique par le temps T. Et après le développement, on retrouve quoi? E'(I) T plus quoi? E'(I) carré T. Que signifie réellement ce thème? Parlant de E'(I) de E'(I) carré. Ensemble, nous allons essayer de l'expliquer. Là,
Si nous prenons ce bilan, la puissance électrique reçue par le récepteur est égale à UAB fois I. La tension aux bornes du dipôle fois l'intensité qui traverse notre dipôle. Mais la grande partie de cette puissance est transformée en une autre forme de puissance qu'on appelle ici puissance utile. Cette puissance utile peut être la puissance mécanique au niveau des moteurs ou la puissance chimique au niveau des électrolyseurs. Mais comme notre récepteur comporte une résistance, on a quoi? On a la production de quoi? De la chaleur par effet Joule. Comme l'objectif de notre récepteur ici, ce n'est pas pour produire de la chaleur, alors nous parlons ici de perte par effet Joule. Et l'expression de cette perte est égale à quoi? R'(I²). En résumé, nous pouvons dire que la puissance électrique reçue par le récepteur est égale à la somme de la puissance utile et de la puissance Joule perdue par effet Joule, comme le nom l'indique. À partir de tout ce que nous venons de dire, nous pouvons aisément alors trouver le rendement de notre récepteur. Le rendement est égal à quoi? Le rendement est égal alors au rapport de la puissance utile sur la puissance électrique reçue. En remplaçant la puissance utile par son expression, c'est-à-dire E'(I), et la puissance reçue par son expression UABI, et en simplifiant les I, on retrouve alors E' sur UAB, et d'après la loi d'Ohm, UAB est égal à E' plus R'(I), alors notre rendement devient E' sur E' plus R'(I). Logiquement, nous voyons que le rendement est inférieur à 1. Là, la conséquence, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu perte par effet Joule. On ne peut pas parler de receveur sans parler de donneur. Je m'explique. Nous ne pouvons pas parler de récepteur sans parler de générateur. C'est quoi un générateur alors? Un générateur est un appareil qui produit de l'énergie électrique. On peut citer comme exemple une pile, un accumulateur, une dynamo, une photopile, etc. Et là, vous voyez l'exemple du symbole d'une pile. Pour ceux qui nous suivent, là, c'est le symbole. Vous pouvez le regarder dans votre cahier. Et si nous observons bien, le sens de la flèche courant et le sens de la flèche tension sont les mêmes, ce qui n'était pas le cas au niveau des récepteurs. Ici, nous parlons de convention générateur. De là, nous pouvons aller à la relation qui lie l'intensité et la tension. Vous savez de quoi je veux parler? Bien sûr, de la loi d'Ohm. Et la loi d'Ohm pour un générateur, UPN est égal à quoi? E moins RI. Que signifie E? E, c'est la force électromotrice. Et quand on parle de force électromotrice, ça veut dire quoi concrètement? La force électromotrice, c'est la tension à vide au bornes du générateur. Et quand nous parlons de tension à vide, nous parlons de quoi? C'est la tension au bornes du générateur quand il ne débite pas le courant. C'est-à-dire quand l'intensité I est égale à 0. Et quand I est égal à 0, UPN est égal à quoi? Est égal à E. Maintenant, parlons un peu de la puissance et de l'énergie produite au niveau du
générateur. Pour la puissance, on rappelle toujours la première formule. Puissance est égale à UPN fois I. Et selon la loi d'Ohm, UPN est égal à E moins RI. Et après un petit développement, on trouve la puissance fournie au niveau du générateur égale à quoi? E I moins RI carré. De la puissance, nous pouvons déduire aisément l'énergie électrique fournie au niveau du générateur. Cette énergie est égale au produit de la puissance fournie par le temps T. Et en remplaçant la puissance par son expression qu'on a déjà trouvée, et après un petit développement, on retrouve puissance et l'énergie électrique fournie est égale à quoi? E, I, T, moins RI carré T. Une fois encore, je repose la question. Que signifie ces termes EI, RI carré? Là, on retrouve sur notre bilan. Au niveau du générateur, et précisément au niveau des accumulateurs, la puissance électrique est engendrée par des réactions chimiques. Et l'expression de cette puissance engendrée est égale à quoi? La puissance engendrée est égale à E fois I. Et une partie de cette puissance engendrée est fournie au circuit. Et c'est ça qu'on appelle la puissance disponible au bord du circuit. Et cette puissance est égale à quoi? UPN fois I, ce qui est égal à quoi? E, I moins RI carré. Et là, nous avons une résistance au niveau du générateur. Et quand on parle de résistance, on parle automatiquement d'effet Joule. Et quand on parle d'effet Joule, au niveau du générateur, nous parlons de perte. Donc ici, une partie de la puissance est perdue par quoi? Est perdue par effet Joule. L'expression de la puissance perdue est égale à quoi? Est égale à RI carré. En résumé, nous pouvons alors dire quoi? La puissance engendrée au niveau du générateur est égale à la somme de la puissance disponible dans le circuit et de la puissance perdue par effet Joule. Et si vous suivez bien la logique, si vous êtes avec moi, vous saurez immédiatement quelle notion nous devons maintenant voir. Oui, on doit voir quelle notion? Oui, merci. Le rendement. C'est quoi le rendement au niveau du générateur? Au niveau du générateur, le rendement est égal au rapport de la puissance disponible sur la puissance engendrée. Si nous remplaçons la puissance disponible qui était égale à UPN I et la puissance engendrée EI, et en simplifiant les I, on retrouve UPN sur E. Et en remplaçant UPN selon la loi d'Ohm, on retrouve alors E moins RI sur E. Et nous voyons logiquement que ce rendement aussi est inférieur à 1 parce que nous avons des pertes par effet Joule. Mais si vous me suivez attentivement, vous devez déjà remarquer que dans toutes les expressions que nous avons revisitées aujourd'hui, une grandeur revient toujours. Il s'agit de quelle grandeur? Oui, il s'agit de l'intensité I. Comment pouvons-nous déterminer aisément cette intensité I dans un circuit? Là, on n'a pas à se faire. On a une loi très intéressante, appelée la loi de Pouillet, qui nous permet facilement de retrouver cette intensité. Que nous dit la loi de Pouillet? Dans tout circuit électrique,
ne comportant que des générateurs et des récepteurs montés en série, l'intensité I du courant qui I circule est donnée par la relation I égale la somme des forces électromotrices moins la somme des forces contre-électromotrices sur la somme des résistances dans le circuit. Par exemple, si nous prenons un circuit qui comporte un générateur de paramètres E et R, un conducteur ohmique de résistance grand R, un électrolyseur de paramètres E'1, R'1 et un moteur de paramètres E'2, R'2, l'intensité du courant dans le circuit est égale à E, parce qu'on n'a qu'un seul générateur dans le circuit, moins la somme des forces contre-électromotrices. Et ici, on en a deux. Donc, ce qui nous donne E'1 plus E'2 sur la somme des résistances. Et il s'agit de quelle résistance ici? La résistance du conducteur ohmique, la résistance interne du générateur, la résistance interne de l'électrolyseur et la résistance interne du moteur. Donc, vous voyez que c'est très facile de retrouver l'intensité dans le circuit si nous maîtrisons bien la loi de Pouillet. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre petite révision, mais comment je peux savoir si vous avez maîtrisé tout ce que nous venons de voir? Sur ce, nous devons passer à un petit exercice d'application. On est ensemble, on suit toujours, on peut y aller, d'accord, merci. Exercice d'application. Un accumulateur de ferme E égale à 24 volts et de résistance interne R égale à 1 ohm alimente un moteur électrique de résistance interne R' égale à 4 ohms. Petit 1. Le moteur actionne une pompe. Sa force contre-électromotrice est E' égale à 21 volts. Déterminer, petit a, l'intensité du courant dans le circuit. Petit b, la tension aux bornes du moteur. Petit c, le travail fourni par le moteur à la pompe pendant 1 minute. Et petit d, le rendement du moteur. Là, c'est la première partie de l'exercice. On va essayer de résoudre ensemble cette partie. Après, on passe à la partie 2. Je vous donne quelques secondes pour réfléchir et on passe alors à la correction. On peut y aller. On est ensemble. D'accord. Parlons de notre exercice d'application. On nous demande à la question 1A de déterminer l'intensité du courant dans le circuit. Pour rappel, notre circuit comporte quoi? Un accumulateur de ferme E égale à 24 volts, de résistance interne R égale à 1 ohm, qui alimente un moteur électrique de résistance interne R' égale à 4 ohms et de force contre-électromotrice E' égale à 21 volts. Ici, nous parlons de quoi? De l'intensité du courant. Et qu'est-ce que nous venons de voir? Pour déterminer l'intensité du courant, on va utiliser quelle partie du cours? Quelle loi? Merci, la loi de Pouillet. Et d'après la loi de Pouillet, comme notre circuit ne comporte qu'un générateur et un moteur, alors I est égal à quoi? E moins E' sur R plus R'.
Et par une application numérique, on a 24 moins 21 sur 1 plus 4. 24 E, 21 E prime, 1 R et R prime égale à 4. Et tout calcul bien fait, on retrouve 0,6 ampères. Mais je vous demande aussi de vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle. Là, on continue. J'espère que ça va pour tout le monde. Donc, on y va. On continue avec la question B. Au niveau de la question B, on demande de déterminer la tension au bord du moteur. Nous avions déterminé l'intensité I. On connaît les paramètres du moteur. Quelle loi nous devons utiliser ici? La loi d'Ohm pour les récepteurs. Et là, nous avons quoi? UAB égale à E' plus R'. Ce qui nous permet de retrouver quoi? Par un petit calcul, UAB égale à 21 plus 4 fois 0,6. Et tout calcul bien fait, on trouve quoi? 23,4 volts. On peut maintenant passer à la question C. Au niveau de la question C, on demande de déterminer le travail fourni par le moteur à la pompe pendant 1 minute. Si nous parlons de travail fourni à la pompe, or nous savons qu'un moteur transforme une partie de l'énergie électrique en quoi? En énergie mécanique. Et cette énergie mécanique constitue quoi? Constitue l'énergie utile. Et cette énergie utile doit être déterminée à partir de quoi? À partir de la puissance utile. Et là, notre travail mécanique est donc égal à quoi? Puissance utile fois le temps. Et la puissance utile, on a déjà vu l'expression, c'était égal à quoi? E' fois I. Et nous passons à l'application numérique. Ça fait 21 fois 0,6 fois 60. Mais pourquoi fois 60? On nous avait parlé d'une minute. C'est simple. Dans cette expression, le temps doit être en secondes. Or, 1 minute égale à 60 secondes. Tout calcul bien fait, et j'espère que vous vérifiez toujours, on trouve 756 joules. Et la dernière question concernant la première partie, là, c'est le rendement du moteur. Et si on se rappelle de la formule, rendement est égal à quoi? Puissance utile sur puissance reçue. Or, notre puissance utile ici, dans le cas du moteur, c'est une puissance mécanique. En remplaçant la puissance mécanique et la puissance utile par leur expression, on trouve quoi? E', sur UAB sur I. Et en simplifiant les I, on retrouve E' sur UAB. Alors, on connaît déjà la valeur de E', on connaît la valeur de UAB. Et un calcul bien fait ici, 21 sur 23,4, on trouve alors 0,90, ce qui nous donne un rendement de 90%, ce qui est très acceptable. Maintenant, nous pouvons passer à la deuxième partie de notre exercice d'application. Petit 2. Le moteur est toujours alimenté par l'accumulateur, mais son arbre est bloqué, ne peut plus tourner. Déterminer, petit a, la puissance mécanique fournie par le moteur à la pompe. Petit b, la nouvelle force contre-électromotrice. Petit c, l'énergie chimique consommée pendant 1 minute dans l'accumulateur. Petit d, le rendement de l'accumulateur. Là, je vous donne encore quelques secondes pour se mettre au niveau. On peut maintenant passer à la correction. Donc, on y va. Au niveau de la première question, petit a, on demande de déterminer la puissance mécanique fournie par le moteur à la pompe. Mais il faut remarquer qu'au niveau du moteur, dans ce cas précis,
on nous dit que l'arbre du moteur est bloqué. Ce qui veut dire que le moteur ne tourne plus. Si le moteur ne tourne plus, c'est évident que ce moteur ne fournit plus quoi? Du travail mécanique. Et si le moteur ne fournit plus du travail mécanique, c'est évident que ce moteur ne fournit plus quoi? De la puissance mécanique. Logiquement ici, la puissance mécanique fournie maintenant à la pompe est égale à 0 watts. Pas de travail, pas de puissance. Puisque la puissance a été définie comme étant quoi? L'énergie fournie par seconde. S'il n'y a pas d'énergie, pas de puissance. Donc, notre puissance mécanique est alors égale à 0 watts. Question B. On demande de déterminer la nouvelle force contre électromotrice. Si on se rappelle, dans la première partie de l'expression de la puissance mécanique, c'était égal à E' fois I. Dans le circuit, on a un courant. Et si nous avons un courant dans le circuit, et la puissance mécanique est égale à 0, ce qui veut dire logiquement que c'est E' plutôt qui est égal à quoi? Qui est égal à 0. Donc, notre nouvelle valeur de la force contre électromotrice est égale à quoi? Est égale à 0 volts. Au niveau de la question C, on demande de déterminer quoi? L'énergie chimique consommée pendant 1 minute dans l'accumulateur. Si on se rappelle ce qu'on avait dit au niveau du bilan du générateur, nous avions dit que les puissances électriques sont engendrées au niveau du générateur par des réactions chimiques. Donc, la puissance chimique consommée au niveau du générateur correspond automatiquement à la puissance électrique engendrée. Donc, nous avons d'abord calculé cette puissance chimique qui est égale à quoi? À la puissance engendrée qui est égale à E fois I. Mais ici, on ne peut plus utiliser l'intensité, la valeur de l'intensité qu'on avait utilisée dans la première partie. Puisque ici, E', là, étant égal à 0, alors on calcule une autre valeur de I qui est égale à quoi? E moins 0 sur R plus R'. Et si nous remplaçons E, R et R' par leur valeur, on retrouve 24 moins 0 sur 1 plus 4, ce qui nous donne 4,8 ampères que vous devez vérifier toujours. Et à partir de l'intensité, nous pouvons alors calculer la puissance, notre puissance chimique, qui est égale à 24 fois 4,8, et tout calcul bien fait, on trouve 115,2 watts. Connaissant la puissance chimique, c'est très simple maintenant de retrouver l'énergie chimique, qui n'est rien d'autre que le produit de la puissance chimique par le temps. Et je l'ai déjà expliqué pourquoi au lieu de 1, on utilise 60. Et tout calcul bien fait, on a 115,2 multiplié par 60, on trouve alors quoi? 6912 joules. On passe alors à la dernière question de la partie 2, qui nous demande de déterminer le rendement de l'accumulateur. Et ce rendement est égal à quoi? À la puissance disponible, le rapport entre la puissance disponible et la puissance engendrée, qui n'est rien d'autre que la puissance chimique. En remplaçant les puissances par leur expression et en simplifiant les I, on se retrouve avec l'expression E moins R I sur E qu'on a déjà vu. Et tout calcul bien fait, on retrouve 0,8, ce qui correspond à un rendement de 80%. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de la correction de notre exercice d'application, mais on ne peut pas se séparer sans vous laisser un exercice ou quelques exercices à faire à la maison. Là, ceux qui ont le livre ERNG, physique, classe première SE, vous prenez à la page 174 les exercices 14.2, 14.3 et 14.4. Au niveau des physiques,
la première des choses, c'est d'apprendre le cours. Nous venons de voir plusieurs formules. Vous ne ferez pas la magie si vous ne connaissez pas ces formules. Pour connaître ces formules, il n'y a pas 1000 méthodes. Vous apprenez le cours. Mais notre particularité ici ne s'arrête pas au niveau de l'apprentissage du cours. Il faut maintenant passer à l'application. C'est à force d'appliquer les formules que les réflexes viennent. C'est à force de s'exercer que les formules viennent automatiquement parce que vous l'utilisez souvent. Je donne comme exemple, quel que soit le temps que vous passez à la télé pour suivre Messi, vous ne deviendrez jamais un bon joueur si vous n'êtes pas sur le terrain pour s'entraîner. C'est à force de s'entraîner qu'on devient bon. Ici, il n'y a pas la magie. Apprenez le cours, appliquez. Et je ne vous dis pas qu'au premier abord, vous devez comprendre. Mais c'est à force d'essayer l'exercice, à force de répéter l'exercice qu'on arrive à comprendre. Et là, vous devez d'abord commencer par l'exercice d'application que nous vous donnons. À partir de ces exercices d'application, vous arrivez à posséder le cours. Et vous quittez maintenant ces exercices d'application, vous vous référez maintenant aux exercices d'approfondissement. Et je crois que là, vous n'aurez pas trop de soucis à se faire. Appliquez, appliquez, et je crois que ça peut aller et ça doit aller.